Donc, nous passons à l'amendement numéro 1, présenté par Monsieur Collombat. Monsieur le Président, chers collègues, puisque l'article 40 ne m'a pas été opposé, je vais donc avoir le plaisir de défendre mon amendement qui concerne les modalités d'application précisément de l'article 40. Alors, comme cela nous a été rappelé, suite à la décision du 14 décembre 2006 du Conseil constitutionnel, sur laquelle je préfère passer, le Sénat a mis en place, donc, à partir de juillet 2007, un nouveau système de vérification de la recevabilité financière des amendements au regard de l'article 40 de la Constitution. Contrairement à ce qu'affirme le président de la Commission des finances dans son rapport d'information numéro 401, il constitue un renforcement de la censure déjà lourde exercée sur les sénateurs, censure a priori et aléatoire, condamnation au silence sans pouvoir se défendre ni s'expliquer, verdict sans recours. Officiellement, c'est pour mieux assurer la sécurité juridique des textes que nous votons. Alors, à ce compte, cette sécurité sera parfaite le jour où l'on réservera l'initiative des lois et le droit d'amendement au gouvernement, au nom, bien sûr, du renforcement des droits du Parlement. C'est même un peu plus compliqué, puisque le président de la Commission des lois vient de nous apprendre que c'est parce qu'il y avait de la discipline à faire régner au sein du gouvernement, qui faisait passer des amendements en douce, que la procédure a été modifiée. Depuis la mise en place de la nouvelle procédure, si j'en crois le rapport, le pourcentage des rejets au titre de l'article 40 par rapport au nombre d'amendements présentés a été multiplié par 2,5. L'interprétation traditionnellement extensive de la notion de charge publique, donc, comme vous le savez, est désormais poussée jusqu'à l'absurde, j'ai failli dire jusqu'au burlesque. Ainsi, pour prendre le récent exemple de la loi pénitentiaire, préciser que non seulement un détenu doit être informé de ses droits, mais doit l'être dans une langue qu'il comprend, tombe sous le coup de l'article 40. Comme le servait par ailleurs le président Abou, qui était rapporteur pour avis lors de ce texte, je le cite, « Lorsque la Commission propose simplement qu'un infirmier puisse veiller en permanence sur les détenus et servir de relais, on lui oppose l'article 40. Mais lorsqu'elle demande l'installation d'un bloc opératoire d'un service de réanimation, etc., on estime que l'article 40 n'est pas applicable. » Les choses absurdes devant être faites selon des règles, une casuistique byzantine permet de justifier l'injustifiable. Celle-ci distingue notamment les dépenses supplémentaires, qui ne peuvent être ni gagées ni compensées, des diminutions de recettes qui peuvent l'être. Je pense que j'ai bien compris, Monsieur le Président. Donc la leçon a été retenue. Une proposition donc de déductibilité fiscale de perte boursière peut venir en discussion, si l'auteur a pris la précaution de la gager sur une taxe sur les tabacs ou sur les carambars. Par contre, rendre facultative l'organisation du service minimum d'accueil par les communes de moins de 3 500 habitants n'est pas recevable. Alors, suivez bien, même si l'hypothétique dépense supplémentaire de l'État qu'elle est censée entraîner est compensée par une économie sur le versement de la contribution de l'État à la commune chargée d'organiser le service, c'est pas compensable. Donc c'est très pratique pour éviter de parler de ce qui fâche. Même quand tout le monde est d'accord, seules des acrobaties juridiques bizarres permettent d'aboutir. Financement porté par des sous-amendements gouvernementaux, le président Hyest nous en a rappelé ce matin encore un célèbre, article bidon pour lever le gage, comme on dit. Alors, j'exagère, je caricature. Eh bien, voici quelques jugements glanés sur les bancs de la majorité sénatoriale, pour que je ne sois pas taxé de parti pris, lors de l'examen de la loi pénitentiaire que j'ai évoquée. Rapporteur Jean-René Le Cerf, je le cite. Il vous reste 1 minute 30. Hein. Oui, mais ça vaut la peine. Les voies de l'irrecevabilité financière, comme celle du Seigneur, sont parfois impénétrables. Président Roland Duluard, qui présidait. Je me permets d'observer, en ma qualité de plus ancien membre de la Commission des finances, que l'on peut parfois s'interroger sur l'usage qui est fait de l'article 40. Les arguments que je viens d'entendre me paraissent pleins de bon sens. Il y a manifestement quelque chose d'incompréhensible. Président Abou, je regrette que l'article 40 ait été opposé à une disposition qui paraissait raisonnable, qui pouvait être appliquée avec les moyens existants. Et notre président Jean-Jacques Hyest, nous sommes parfois un peu surpris de l'application de l'article 40. Peut-être devra-t-on mener une réflexion globale, comme nous l'avons demandé sur la mise en œuvre de l'article 40. Et notre collègue Hugues Portelli, l'utilisation de l'article 40 me semble excessive, en particulier sur le texte que nous examinons.
Il conviendrait donc effectivement de mener une réflexion globale sur la mise en œuvre de l'article 40 au Sénat. Je regrette d'autant plus que l'occasion de la révision de notre règlement ne l'a pas été. L'objet de cet amendement est beaucoup plus modeste que la proposition du président Hyest. Il ne remet pas en cause non plus le délicat équilibre auquel la commission du règlement est parvenue. Il est de corriger l'aspect le plus choquant de la censure exercée au nom de l'article 40. Quel que soit celui qui l'exerce, le président de la commission saisi au fond, le président de la commission des finances ou des affaires sociales. Avec le nouveau règlement, comme par le passé, les sénateurs continueront à être censurés sans pouvoir se défendre. Qu'au moins leur condamnation soit motivée par autre chose qu'une formule mécanique du type « cette proposition équivaut à un transfert de charges publiques des communes vers l'État » ou « représente une augmentation de la charge publique ». Qu'il en soit informé par les bruits de couloir, ce qui arrive aujourd'hui, par téléphone, par écrit ou par pigeon voyageur, ne change rien à l'affaire. Ce qui importe, c'est de donner aux décisions un minimum de fondement. Tout le monde, je pense, et les institutions s'en porteront mieux. Nous protestons contre la modalité d'application de l'article 40. C'est peut-être le moment d'essayer d'améliorer un petit peu les choses. Bien, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, l'article 40 ne chatouille pas ou ne gratouille pas M. Colomba. C'est de l'urticaire géant qui lui colle. En fait, je ne vais pas reprendre l'argumentation que nous avons développée en commission. L'irrecevabilité de l'article 40 présente un caractère absolu. Aucune disposition constitutionnelle, organique, législative ou réglementaire n'exige dans ce domaine de motivation. En pratique, la commission des finances fournit à l'auteur d'un amendement jugé irrecevable les explications de la décision dont il a fait l'objet. La rédaction proposée par la commission, qui prévoit un avis écrit de la commission des finances ou des affaires sociales s'agissant de l'irrecevabilité sociale, constitue un progrès par rapport à la version initiale de la proposition de résolution. En plus, je rappelle que l'article 40 en lui-même est une motivation. Quand on dit que est irrecevable tout amendement ou loi, etc., qui aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, nous sommes bien là devant en face une explication motivée de l'irrecevabilité. C'est la raison pour laquelle je suis au regret, cher collègue Colomba, d'émettre un avis défavorable. Bien, monsieur le président de la commission des finances, peut-être pour achever d'informer, voilà, si vous voulez bien. Mes chers collègues, je voudrais, et je pense que j'y arriverai, je voudrais rassurer notre collègue Colomba. D'abord, je voudrais lui dire que je ne lui en veux pas pour les termes qu'il a utilisés dans la motivation de son amendement en disant que l'avis sur la recevabilité avait un caractère aléatoire. Je veux lui dire que c'est en conscience, et quelquefois au terme d'une longue réflexion avec les collaborateurs de la Commission des finances, que nous prononçons cette irrecevabilité. Nous sommes à chaque fois conscients de la gravité de cet avis. Nous le faisons en conscience. Et ce n'est en aucune façon une censure, c'est l'application pure et simple d'une disposition prévue dans la Constitution. Et nous n'avons pas de marge de manœuvre. Si nous commençons à interpréter, parce que ça n'a pas beaucoup de conséquences, parce que ça n'est pas significatif, alors nous entrons dans une jurisprudence, en effet, totalement aléatoire, et nous sommes menacés par l'arbitraire. Nous allons suspendre jusqu'à 20h.